Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle d'une autre Laura. Et vous allez le voir, toute ressemblance avec votre hôte de ce podcast ne serait pas tout à fait fortuite. Cette histoire, elle commence en 2018. Laura a 30 ans, elle est directrice commerciale d'une start-up à succès. Dans son boulot comme dans sa vie, elle ne compte ni son investissement ni son enthousiasme. Elle est comme ça, Laura, elle déborde d'énergie. Jusqu'au jour où la machine s'enraye. Après des semaines à carburer sans relâche sur un gros projet, elle se retrouve un jour comme figée, juste après avoir raccroché avec un client, et ne peut presque plus bouger. Aussitôt, Laura, mais aussi ses employeurs, et c'est assez rare pour le souligner, prennent la mesure de la situation et mettent tout en œuvre pour qu'elle aille mieux. Mission accomplie, puisqu'aujourd'hui, Laura est toujours dans cette entreprise où elle a pris de nouvelles responsabilités et où on lui a donné la liberté de lancer de nouvelles pratiques pour que tous les salariés puissent prendre soin de leur mental. Parce qu'un épuisement professionnel, ça peut parfois être un happy ending entre l'entreprise et le salarié, j'ai eu envie que Laura nous raconte son histoire. Bonne écoute. Bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Laura, merci d'avoir organisé cet échange. Du coup, on va commencer par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, je travaille depuis un peu moins de 10 ans, mais j'ai eu l'occasion d'avoir 2 expériences professionnelles très différentes l'une et l'autre, en ayant beaucoup appris dans chacune. J'ai commencé par travailler chez Groupon 6 ans, une expérience hyper riche et forte en tout point de vue. Et j'ai ensuite rejoint une entreprise plus petite, plus jeune aussi, avec des valeurs humaines très très fortes et dans laquelle je me donne depuis 3 ans et demi à 100%. Entreprise dans laquelle j'apprends aussi énormément au quotidien. Et j'ai vécu il y a 1 an, c'est vrai, un événement qui m'a pas mal appris sur moi et qui fait qu'aujourd'hui je suis encore mieux que je l'ai été pour me projeter encore plus dans cette entreprise. Super. Alors justement, cet événement, on va en parler. Alors tu sais, dans ce podcast, on est là pour parler de burn-out. Derrière ce mot, il y a un syndrome. Et moi, ce que j'en retiens depuis que je l'analyse, c'est qu'il y a à peu près autant de visages du burn-out que de personnes concernées. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mots pour qualifier cette épreuve. On parle parfois d'épuisement professionnel. Il y a des gens qui vont juste dire j'ai eu un gros coup dur, une période où mon corps m'a lâché. Et à l'inverse, le mot burn-out, parfois, c'est un peu servi à toutes les sauces. J'ai enchaîné 3 réunions cet après-midi, j'étais à 2 doigts du burn-out. Bref, en gros, c'est un sujet un peu complexe. Et je sais que toi-même, tu n'emploies pas le mot burn-out pour décrire cet événement qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision sur ce sujet ? Oui, tout à fait. T'as raison. Ce mot burn-out, je le réfute pas totalement me concernant. C'est vrai, on parle d'épuisement professionnel en français. Moi, c'est un gros coup de fatigue. Alors, je sais pas si je veux le minimiser, mais finalement, quand j'entends des expériences de burn-out plus conséquentes, je pense que moi, j'ai pris un carton jaune et pas un carton rouge, pour être dans la métaphore. Et c'est vrai que ce carton jaune, ça a été un gros signal de warning début 2019 que j'ai pris. Et quand je relis un peu cette histoire, en effet, ça a pas eu les effets dévastateurs d'un burn-out qui nécessite de s'arrêter professionnellement pendant des mois et des mois, mais quand même beaucoup de choses en commun
dans ce que j'ai ressenti sur le moment. Pour être rapide un peu sur les événements, j'ai accumulé beaucoup de casquettes et de tâches en interne où j'étais directrice commerciale depuis un moment, donc j'étais sur tous les fronts et en frontal avec le client. Et en plus, pendant cette période, on lançait un énorme projet avec un client en particulier, avec beaucoup de pression. Et c'est vrai que je m'investissais à 2000%. Et pour en rajouter, en parallèle de ça, j'avais pas du tout envie de renier sur ma vie sociale en parallèle, donc en sortant un peu à côté, et puis en me remettant au travail le soir, et puis je sais pas, j'avais l'impression que mon énergie était décuplée et que du coup, c'était encore mieux d'arriver le matin de bonne heure, etc. Et alors j'en connais pas vraiment les effets, mais j'ai l'impression de prendre de la drogue en fait, parce que vraiment, on dit souvent de moi que j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que à ces moments-là, j'étais dans une espèce d'ébullition qui m'intriguait pas plus que ça, hein, au contraire. Et le stop que j'ai pris, c'est un jour pour un sujet assez bénin, somme toute, un client qui me reprochait 2-3 choses, mais rien de très méchant. En raccrochant, j'ai voulu traiter le sujet directement en allant voir une équipe en particulier, et c'est vrai que j'ai pas réussi à leur parler. Je parlais comme ça, donc je bégayais, j'arrivais plus du tout à avoir les idées claires. Ça a duré quelques secondes, mais quelques longues secondes, suffisamment pour voir dans les yeux de mon interlocuteur qu'il y avait un vrai problème. Je suis allée prendre l'air et là, je me suis littéralement effondrée en pleurs. Et j'ai été récupérée à la petite cuillère, et puis un collègue est passé, il m'a vu dans cet état, il est allé voir mes boss qui sont les cofondateurs, et là ça a été un enchaînement de comment dire, d'une prise en charge bienveillante et d'ange gardien derrière en interne, puisqu'en fait ils m'ont tout de suite demandé de partir 15 jours pour me reposer. Voilà, donc en fait déjà rien que ça a été déjà un peu le début d'une remise en question plus profonde derrière, et d'un travail qui m'a été permis de faire grâce à mes boss. Mais dans les faits, j'ai pas subi de longues périodes d'arrêt. En fait, au bout de 15 jours, j'ai pu revenir dans mon entreprise, qui m'offrait après des conditions pour retrouver un équilibre qui ont été assez incroyables. Mais voilà, moi, mon expérience du burn-out, que je qualifie plus de carton jaune que de carton rouge, quoi. C'est une très belle métaphore. Effectivement, c'est en partie pour cette raison-là que j'ai eu envie de t'avoir sur le podcast, parce que je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup d'histoires de gens qui retournent dans la même entreprise après et qui en plus, ils font des choses assez incroyables, on va en parler. Et aussi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, tu as réussi à t'arrêter à temps, j'ai l'impression. Et moi, aujourd'hui, j'ai un objectif de sensibilisation et de prévention. J'aimerais bien éviter à d'autres de tomber aussi bas que ce que moi je suis tombée. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens qui me contactent, honnêtement, ils sont déjà tombés et en fait, ils sont en train d'essayer de se relever, parce que avant que ça nous arrive, en tout cas, c'était mon cas, on est très facilement dans le déni. On se dit, mais non, ça va, c'est juste un petit coup de fatigue, c'est bientôt les vacances, ça va aller, t'inquiète. Tu vois, ce truc-là de se dire, pas moi, en fait, c'est sûr que ça peut pas m'arriver. Et pourtant, toi, t'as su t'arrêter quand il était encore temps. Comment t'as fait pour passer de je me sens pleine d'énergie et tout va bien à j'ai ces quelques secondes vraiment bizarres, et ça suffit à être un signal pour me dire que je dois m'arrêter? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, j'ai compris assez vite, grâce à là dans les faits, hein, que j'ai racontés rapidement, que là j'étais en train de renvoyer une image qui était pas celle que je voulais renvoyer, et surtout que j'avais construit une sorte de comportement bulldozer au travail qui pouvait faire peur en fait aux autres. Alors il y a un point de bascule, je pense, qui se passe quand on a plein d'énergie, on réussit les projets dans lesquels on nous implique, et du coup on nous en donne encore plus, et du coup on dit oui à tout. Toi, Laura, déjà parlé précédemment, mais
ça renvoie à beaucoup de choses dans notre éducation, dans la formation qu'on a eue, etc. Donc, il y a un côté un peu il y a un péché d'orgueil aussi derrière, hein, c'est de dire oui et d'accepter tout pour se sentir toujours plus forte et qui nous renvoie une image de nous-mêmes aux yeux des autres qui est agréable. Voilà, on réussit. Bon, sauf que quand ça se craquelle et que on commence à trébucher, les autres nous renvoient une image. Moi j'ai vu un regard inquiet, voire mais complètement terrifié d'une personne dont j'étais pas très proche, qui est celle qui m'a vue en bas du bureau en pleurs et qui a compris. J'ai vu dans son regard là qu'il y avait un truc il voyait qu'il n'allait pas, mais au point où lundi le premier truc qu'il a fait, il est allé voir mes boss et je l'en pensais pas capable d'aller jusque là parce que c'est quelqu'un qui est assez discret, très cartésien, etc. Donc je pense qu'il était complètement déstabilisé. Bref, là j'ai pris conscience que je renvoyais pas du tout ce que j'avais envie de renvoyer, ou ce que j'étais tout court, à savoir quelqu'un qui a de l'énergie, mais de l'énergie positive et qui a une façon d'aborder les choses de façon rationnelle. Là, je l'étais plus du tout. Donc ça, c'est le premier point, c'est de réussir à capter le moment où chez les autres, on a ce côté où on en devient déstabilisant par la façon dont on réagit. Donc ça a été la première leçon d'humilité. Et la deuxième, ça a été d'être capable de repérer quand on s'éloigne de son système de valeurs. Alors là, du coup, c'est autre chose, mais c'est ce que j'ai appris par la suite. C'était de construire aussi son propre système de valeurs, hein, en perso et en pro. Ça, je l'ai fait avec un accompagnement, une coach que j'ai vue par la suite pour savoir rééquilibrer cet équilibre pro-perso que j'avais complètement j'avais tordu le cou à cet équilibre et du coup je savais plus du tout où me retrouver et donc en fait faut retravailler ses appuis, ses fondamentaux pour savoir ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous met pas en danger, ce qui nous challenge mais pas au-delà de ce qui nous déséquilibre. Et aujourd'hui déjà avec le recul, j'ai l'impression 1 an après que je me connais mieux. Ça c'est le premier point. Mais pour répondre à ta question sur savoir s'arrêter à temps, je pense vraiment que ça a été suffisant là, ce côté voir dans le regard des autres un peu la peur de qu'est-ce qui se passe là. Elle nous fait un truc un peu bizarre, ça lui ressemble pas. Et puis après physiquement, j'étais quand même pas très bien, mais voilà. Après c'est vrai que c'est eux qui m'ont arrêté. Peut-être que sans ça, je me serais cachée. Si la personne n'était pas passée, elle l'aurait pas vu. Avec Desi, on refait un peu toute l'histoire. Et c'est vrai que je serais peut-être revenue comme une fleur le lundi. Tout ça s'est passé le vendredi. Le week-end est passé par là, c'était pas mieux, mais j'aurais peut-être fait front le lundi, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite, donc après ce vendredi-là? Ouais. Alors, je suis partie 15 jours. J'ai fait que dormir, besoins primaires. Donc j'ai réappris à manger en prenant du temps, sans faire autre chose à côté, à beaucoup dormir. Ça m'a pris 1 semaine. Et puis la semaine suivante, j'avais déjà à nouveau envie un peu de lire ou de sortir faire une expo, etc. Tout ça en restant pas très loin de chez moi. Et puis c'est vrai que dans ma tête, j'avais envie d'envoyer un peu tout valser parce que ça m'avait pas plu en fait ce qui s'était passé. Je m'étais dit c'est symptomatique de quelque chose de plus profond. Il faut que je démissionne et puis après je prendrai le temps de réfléchir à la suite, etc. On en avait parlé aussi à Laura précédemment, mais c'est vrai que je pense qu'une des choses à avoir en tête, c'est dans ce genre de situation de surtout prendre aucune décision, mais vraiment aucune pour soi qui engagerait la suite des choses sur le pro ou sur le perso, je pense même les deux valent. Donc c'était trop tôt et ça j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit mais c'est trop tôt pour prendre la décision. Mine de rien, j'ai quand même eu envie de le dire à mes boss que c'était quand même suffisamment fort pour que je doute de rester par la suite dans la boîte. Et en fait la discussion que j'ai eue avec eux après, c'était plutôt de me dire, écoute, il y a un gros travail à faire de fond sur ce rééquilibre
à créer pro perso. Donc on va t'accompagner, on va mettre les moyens. Donc j'ai vu toutes les semaines une sorte de psy professionnelle, donc une coach. Mais ça c'était sur les premiers mois. Et après j'ai été coachée par quelqu'un avec beaucoup d'expérience, plus sur mon boulot, mais pour savoir ce que j'aimais aussi et pour dessiner un peu les tâches qui me plaisaient, celles dans lesquelles j'étais vraiment forte avec la valeur ajoutée, et ce dont j'avais besoin aussi pour me sentir bien au boulot. Alors ça, dit comme ça fait un peu idéaliste. En réalité, je crois que j'avais un peu un rejet un job très commercial que je faisais, donc on m'a permis de faire aussi d'autres choses en interne. Mais voilà, les semaines qui ont suivi, il y a d'abord eu un gros stand-by, un gros temps mort, très utile pour recharger un peu les batteries au sens primaire du terme. Aucune réflexion vraiment de fond amorcée sur la suite. Je pense que ça, c'est très important. Et de l'accompagnement très concret derrière par un coach, par une psy du travail. Je pense que les mots sont pas du tout tabous et on peut pas en sortir seul. Je pense qu'il faut être encore très humble. Et je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir rapidement, c'est d'en parler aussi en interne à des collègues, parce que revenir dans la même boîte en ayant disparu du jour au lendemain et en sachant très bien que c'était pas des vacances, j'ai eu envie assez vite d'en parler pour que ce soit pas quelque chose de tabou, caché, et que les gens se posent des questions. Voilà. Ouais, alors ça c'est génial et j'ai envie qu'on y revienne. D'abord, je voulais rebondir juste sur le point que tu disais de pas prendre de décision. Je me souviens que c'est une des premières choses que tu m'as dites quand on s'est vu en début d'année. Et c'est aussi un point que Gaëlle, que j'ai invité dans le podcast il y a quelques épisodes, m'avait raconté aussi, que son médecin lui avait dit qu'elle n'était pas médicalement en état de prendre la moindre décision. Et je pense que ça c'est un vrai point dont on n'a pas conscience, parce qu'on a une sorte d'instinct de survie qui nous dit je veux fuir cet environnement dans lequel il s'est passé ça, qui est assimilé par le cerveau à une sorte de danger de mort, quoi. Donc effectivement, et l'histoire que tu vas nous raconter sur la suite, elle prouve bien qu'il n'y avait pas d'urgence à prendre cette décision. Donc c'est un très bon conseil, je trouve, de se laisser le temps de prendre des décisions de façon éclairée. Même si c'est très tentant, parce que du coup, exactement, c'est hyper tentant. Le mental en fait veut reprendre le pas sur le corps qui est un peu lâché, et du coup c'est quasiment, tu disais, de l'instinct que le mental dise mais non, en faisant ci ça, donc c'est le côté cérébral, et puis comme on valorise beaucoup cette partie du cerveau, l'autre elle est mise un peu, elle est couverte par le reste qui reprend le dessus, quoi, à tort. Et du coup, je voulais qu'on parle un peu de rapport humain, parce que tu avais une réputation de grosse bosseuse sur qui on peut toujours compter. Et quand tu as été arrêtée, tu en parlais à l'instant, tu as décidé assez naturellement que au bureau, en fait, tu allais en parler, y compris à ton équipe. Et j'avoue que j'ai été super admirative de ça, parce que honnêtement, personnellement, mon instinct, il m'a dicté de le cacher. Et du coup, voilà, je me demandais comment tu en es arrivé à te dire que tu avais envie d'en parler, et quel effet ça a eu sur les gens autour de toi que tu en parles. Ouais. Alors, juste, je vais 30 secondes sur le type de boîte dans laquelle je suis, puisqu'en fait, on valorise tous cet aspect-là de vraiment verbaliser les choses, de dire quand ça va et quand ça va moins bien. En fait, dans le système de valeurs qui sont les nôtres, il y a en effet des valeurs que tout le monde ne peut que partager, comme propager une énergie positive, célébrer ses plus belles victoires, etc. Et en fait, ces valeurs, on les incarne au quotidien par des choses très concrètes, pour vraiment être aussi dans le concret. Je pense que les valeurs, toutes les boîtes en ont. Les incarner, c'est un autre travail qu'on fait tous ensemble tous les 6 mois quand on part en séminaire et qu'on définit ce qu'on va faire sur les 6 prochains mois, les objectifs, comment on les décline en action, etc. Et on a une vraie partie humaine, un volet humain qu'on incarne dans des choses du quotidien. Ça veut dire tous les points one-one qu'on a entre nous, on les démarre par un point météo. Donc c'est pas très original, d'autres ont ça, mais ça veut dire vraiment qu'on est là pour partager et de façon réciproque
avec son manager, avec son équipe, son manager, etc., la météo du jour. Donc ça veut dire ça va pas bien, pourquoi, pour quelle raison, et on va assez loin. C'est-à-dire que on se contente pas du ça va. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui dit que ça va, parce que c'est vrai, parce que j'ai ce côté où je considère que je suis privilégiée, que dans ma vie perso ça va, et donc du coup, j'ai envie de donner, de donner de l'énergie par le fait que je vais bien, et voilà. Donc suite à ça, j'ai pas mal donc travaillé avec cette coach, etc. Et c'est vrai que pour être en vérité avec son entourage intime et même professionnel, le but c'est aussi d'être en vérité à tout moment. Et je pense que ça a une valeur très très forte que de partager aussi quand ça va moins bien, que ce soit digéré ou pas d'ailleurs, parce qu'on a le droit de dire que ça va pas mais qu'on sait pas trop, qu'on a juste moins d'énergie, qu'on est un peu moins dedans, un peu fatigué, un peu lassé, etc. Mais du coup, le fait de avoir envie de partager un événement qui m'était arrivé, qui n'était pas neutre, que j'étais en train de digérer, et dont j'avais, certes encore peu de recul, mais de montrer ses faiblesses. On sait à quel point c'est difficile, mais je me disais, en fait, ça peut aussi montrer aux autres que, en fait, je suis de retour, que là, je me sens mieux que je l'ai été, mais que j'ai été pas très bien, et que je l'avais pas vu venir, et que, etc. Et je me dis, déjà, c'était me mettre un peu plus sur un pied d'égalité avec d'autres qui ouvraient les vannes plus facilement. Et moi, qui étais toujours celle qui les ouvrait pas vraiment ou disait que ça allait. Donc c'est un peu plat. Et puis on est tous des êtres, personne n'est lisse en fait. On a tous des hauts et des bas qu'on s'avoue plus ou moins. Mais du coup, les partager, je trouve que c'était être plus unifié. Donc ça, c'était un point hyper important. L'idée, c'est pas tant de pas faire de séparation entre le pro et le perso, ou d'être dans le fait de s'épancher sur tout, hein. C'est simplement de trouver un équilibre qui me correspondait un peu mieux, et c'était de pencher un peu plus vers, je dis aussi quand ça va pas, ce que j'avais jamais fait, on m'avait jamais appris à le faire, sans culpabiliser, sans me dire que ça allait déteindre sur les autres, et que du coup, les autres allaient se dire que ça allait pas, et donc voilà, c'était pas bien non plus pour une équipe. Et au contraire, j'ai eu, tu vois, des retours et auxquels je m'attendais pas, qui étaient mais oui, en fait, je l'avais senti, ou en fait, c'est hallucinant de voir aussi que dans le non-verbal, il y a quand même des choses qui passent. Autant les dire. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'était assez. Ouais. Et du coup, donc ça, c'était avec tes collègues et ton équipe. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé très inspirant dans ton histoire, et dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus, c'est le rôle qu'ont joué tes employeurs. Parce qu'en plus, tes employeurs, en l'occurrence, ils ont une trentaine d'années. Du coup, ils n'ont pas des décennies d'expérience de management et de gestion de ce genre de problématiques derrière eux. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont bien fait ? Ouais. Je pense qu'ils ont bien fait, alors, plusieurs choses. La première, c'est d'être aussi assez simple et humble dans le traitement de ce sujet. Enfin, en gros, on s'est parlé pas d'employeur à employé, mais j'ai une relation avec eux qui est, c'est vrai, assez authentique. Donc la première chose, ça a été de me dire, voilà, on est solidaires. Pareil, ils m'ont dit, tu prends pas de décision, mais ils m'ont pas dit, tu restes chez nous, on va tout faire pour que tu restes, hein. Ils m'ont dit, on va te mettre les conditions pour que tu puisses réfléchir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc ça sous-entendait de m'absenter 2-3 heures par semaine pour aller voir le coach dont je te parlais, de réfléchir sur, faire un état des lieux des choses qui me plaisaient en interne, des choses qui me plaisaient moins, de ce dont j'avais besoin, et ce sur quoi j'avais renié ces derniers temps. Et c'est vrai que je passais moins de temps à faire des choses qui m'apportaient humainement. Je passais beaucoup de temps dans l'analytique, etc., des choses que j'aime, mais que j'avais ce que j'avais fait en trop grande quantité. Enfin voilà, on a remis un peu les compteurs à zéro. Et aussi, ils m'ont dit, voilà, on n'est peut-être pas les personnes les plus à même, ou les plus, on est jugé arbitre, donc on va aussi laisser la place à une autre personne pour t'épauler là-dedans. Et ça, c'est derrière, sur le long terme, sorte de mentor qui m'ont mis, enfin voilà, qui est quelqu'un qui les connaît aussi, qui a beaucoup d'expérience, et qui connaît bien notre boîte. Donc, franchement, c'était à chaque fois des
des cadeaux un peu tombés du ciel. Et puis, ils m'ont aussi partagé ce qui avait été dur pour eux ces dernières années, professionnellement parlant. Donc, eux, ils ont monté leur boîte il y a 8 ans. Beaucoup de choses qu'ils m'avaient déjà racontées. Mais là, j'ai senti, par exemple, ma boss revenait de congé mat, elle avait du mal à retrouver sa place à son retour. Je savais pas à quel point, en fait, ça avait été dur pour elle. Elle m'en a parlé. Et du coup, on revient un peu sur ce sujet de verbaliser, de dire les choses. En fait, c'est une question d'habitude. Hein. C'est comme quand on n'a jamais fait quelque chose, il suffit de commencer, et puis après, ça vient tout seul. Et ça, après, ça se met à la bonne place et au bon niveau aussi. Je veux dire, ça monopolise pas les conversations, mais le point météo dont je te parle, il prend 10 minutes à chaque fois que je commence une conversation avec quelqu'un dans la boîte sur un gros sujet. On commence par savoir si la personne qu'on a en face de soi, elle va bien. Mais et puis après, ça peut aller sur un café un peu plus informel, voilà. Mais je veux dire, ça va pas entacher la productivité derrière. Au contraire, en fait, ça va permettre de mieux se comprendre et d'être plus efficace dans le travail. Mais je digresse un peu, en fait. Non, mais c'est super intéressant. Honnêtement, j'ai l'impression, tu vois, de ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il y a un peu 3 ingrédients qu'ils ont mélangés. C'est à la fois de l'écoute pour se rendre compte qu'il est en train de t'arriver quelque chose et pas le nier ou le minimiser et le mettre sous le tapis parce que c'est pas leur problème. De l'authenticité parce que finalement le fait de te partager ce qui est difficile pour eux alors qu'ils sont dans une position de manager, c'est pas évident, et en même temps c'est vrai que ça permet de faire du partage d'expérience et de se sentir épaulé. Et après, le 3e ingrédient, c'est l'humilité. C'est l'humilité de dire, en fait, nous, on n'est pas équipés pour savoir comment faire. On a remarqué qu'il y avait un problème. On ne sait pas, nous, le résoudre. En revanche, on va te donner les bons outils pour le faire. Et ça, c'est clé parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de remarquer que quelqu'un dans leur équipe ne va pas très bien, d'avoir envie de faire quelque chose. Mais parfois, les managers, ils sont un peu démunis aussi face aux moyens qu'ils peuvent avoir pour aider. Et du coup, là, je trouve ça top qu'ils aient finalement passé le flambeau de ça au coach dont tu m'as parlé, à la personne qui est aujourd'hui ton mentor. Enfin, en fait, ils ont transféré ce qu'ils savaient pas faire eux-mêmes, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, le dernier point, j'y pense, c'est aussi de normaliser ce genre de situation. Donc là, je parle bien pas d'un burn-out, hein, c'est pas ça qui est normal, c'est le petit coup de fatigue qui est normal. Eux, ils disaient à un moment donné en interne, voilà, tous les 6 mois, on peut se sentir un peu secoué parce que on déstabilise un peu l'équilibre qu'on a créé jusque-là, parce que nos envies évoluent, nos besoins évoluent, et donc il faut réadapter ça. Donc en temps de travail ou en énergie qu'on y met ou en tâches qu'on souhaite faire de façon plus ou moins importante, etc. Et donc il faut juste poser les choses, le dire. Et en fait, ça commence par le dire, qu'on sent qu'on va moins bien. Attention, parce que c'est un peu galvaudé peut-être, hein. C'est simplement qu'on sent moins à l'aise, etc. Et de là, on commence déjà à faire de la prévention sur un état plus grave et plus impactant pour la suite, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en soi, du coup, admettre que ça peut arriver d'avoir des situations comme ça, d'instabilité, surtout dans le cadre comme ça d'une boîte qui grossit beaucoup et qui du coup change de visage assez vite, ça permet en fait d'éviter qu'il y ait des choses plus graves qui se passent. Et pourtant, c'est un truc que peu de boîtes font parce que quelque part, t'as l'impression que ils ont jamais forcément envie d'admettre que potentiellement ça peut être normal. On a plutôt envie de se dire mes salariés, ils sont performants, tout va bien, on est heureux dans ma boîte, il y a pas de problème, quoi. Ouais. Mais moi, c'est quand même une question que j'ai. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on valorise je parle plus de management là, mais parce que c'est souvent l'image qu'on veut renvoyer en fait de la personne qui pilote des équipes. C'est un management plutôt viril, plutôt dur, etc. Volontairement, je dis pas masculin parce que c'est pas ça le point ici. C'est pas les soft skills qui sont valorisés davantage je parle un peu du care, enfin du prendre soin, etc. Ça, c'est pas vraiment valorisé, ni le fait de dire les choses avec son ressenti. En fait, en entreprise, ce test bien connu, là, le MBTI, c'est vrai qu'en entreprise, on valorise plutôt le T du thinking que le F du feeling, alors qu'en fait, c'est vraiment les deux qui font qu'on est fort pour moi. C'est d'un peu être à l'affût de comment vont les gens autour de nous, donc d'être dans l'empathie, mais aussi de ressentir avant les autres qu'en face de soi, il y a voilà, des signaux faibles, etc. Et ça, je pense que c'est des vraies qualités
qu'ont les bons managers, mais qui sont pas vraiment mis sur la table quand on parle vraiment de qualité, parce que on est un peu moins dans l'objectif, hein, on est plus dans le subjectif, et après il y a peut-être des cultures aussi de management. On dit moins les choses en France qu'on les dit peut-être dans d'autres cultures d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on parle d'entreprise libérée, où je pense que ça revient quand même en force. Et ça vient, je pense que les générations aujourd'hui qui arrivent en entreprise vont être beaucoup plus là-dedans. Mais bon, après, c'est vrai que c'est des sujets très très vastes à explorer, mais ultra intéressants. Carrément. Et du coup, donc toi, tu es retourné dans ton entreprise et tu as non seulement changé de poste finalement, et aussi tu as créé ce qui moi me semble être une sorte de cercle vertueux, puisque du coup tes employeurs t'ont aidé à reprendre ta place et toi tu as pris l'initiative de mettre en place une pratique qui permet finalement, tu me diras si tu es d'accord, mais j'ai l'impression de jouer un rôle de prévention pour les autres salariés. Cette pratique, ça s'appelle le co-développement. Alors, je sais pas déjà si tout le monde sait ce que c'est, donc peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est et nous dire concrètement comment tu l'as mis en place dans ton entreprise. Ouais, je suis ravie que tu me fasses parler de ça, parce que on est maintenant à 4-5 sessions de réaliser chez nous. Le co-développement, c'est une façon de s'améliorer, de travailler en fait sur des situations qui représentent un peu des nœuds où on a besoin de l'avis des autres pour avoir des avis pertinents, avoir des solutions qui viennent en fait de ses pairs. Donc c'est vraiment du développement partagé en fait. Enfin, c'est vraiment un sujet très très RH. Donc moi-même, je suis pas la plus experte pour en parler, mais ça se traduit en un déroulé assez précis où une personne expose une situation, elle est dans la description. Ensuite, les personnes qui sont là vont poser des questions ouvertes auxquelles la personne va répondre pour préciser la situation, pour se faire une idée plus précise de tout ce que recouvre en fait le cas mis sur la table. Et ensuite, c'est la phase assez étonnante. La personne concernée reste dans la pièce, mais va être dans une phase simplement d'écoute active, puisque c'est les autres qui vont faire ce qu'on appelle la phase de contribution, où ils vont mettre eux en commun ce qu'ils pensent de cette situation. Donc ils vont vraiment pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend du format, parler, et là va ressortir forcément des choses que la personne n'aurait pas vues, n'aurait pas fait, n'aurait même pas pensé. Et cette phase de contribution, elle va permettre à la personne qui est en écoute active de se faire un plan d'action, en fait, de noter les éléments qu'elle n'aurait pas perçus jusque-là, pour ensuite revenir dans le cercle de la discussion et elle-même faire ses retours, ses feedbacks, et se faire ce plan d'action dont je parle et le soumettre aux autres. Donc en fait, donc c'est très théorique jusqu'ici, mais nous, en interne, donc là, on l'a mis en place au sein de l'équipe de managers, donc sur des métiers très différents, techniques, opérationnels, RH, administratifs, enfin toutes les fonctions en interne. On se réunit le matin, on fait ça une fois tous les 2-3 mois, donc c'est assez espacé parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le faire, donc ça peut pas revenir trop fréquemment. On fait ça sur un horaire où on est tous très dispo, soit très tôt le matin, soit un peu en fin de journée quand c'est plus calme. Et pour te donner des exemples, on en a fait un récemment, ça peut être comment accepter ses propres échecs et ceux des autres, comment se sentir plus libre de dire ce que l'on pense. Alors des choses c'est un mix de sujets philosophiques et de sujets un peu bateaux quand on les dit comme ça. Et en fait, derrière, on demande à la personne d'illustrer. Pourquoi est-ce qu'elle a ça sur la table? Pourquoi c'est quelque chose qui pas qui l'empêche de dormir, mais qui est un peu un nœud en ce moment pour elle. Et donc, en fait, elle va prendre plein de cas pour illustrer ça très concrètement. Et là, boum, ça part en ping-pong, on rebondit, on a plein d'idées. Souvent, on démêle des choses qui n'ont plus rien à voir, mais qui sont hyper intéressantes à mettre sur la table. Et en fait, je pense qu'on a tous besoin de créer en fait des moments, des temps où voilà, on ouvre les vannes. Alors c'est pas non plus
cercle anonyme pour être là à déballer un peu des problèmes sans structurer la chose. Hein. Hyper important d'avoir quelqu'un qui modère tout ça. Mais en fait, ça apporte pas qu'à la personne qui a le sujet, qui tient un peu le fil rouge. En fait, ça profite à tout le monde parce qu'en fait, on se comprend mieux. On a tous une sensibilité différente au quotidien. Donc derrière, en fait, on dit ah oui, mais en fait, elle a été touchée quand je lui ai dit ça, et en fait, elle réagit comme ça parce que c'est quelqu'un de plutôt très très cartésien au quotidien. Donc quand elle travaille avec moi, elle va pas comprendre que je sois un peu touchée par ça, etc. Et donc on travaille mieux ensemble derrière. Et ouais, alors c'est peut-être un peu tôt pour dire c'est une réussite sur le long terme, mais en tout cas, les gens, on a des personnalités très différentes et on est tous volontaires pour le poursuivre. Ouais, c'est super intéressant. Et en plus, je trouve que le fait de pouvoir mieux vous connaître, ça permet aussi potentiellement de mieux détecter si quelqu'un ne va pas bien, tu vois, même s'il amène pas forcément ce problème-là dans la séance de co-développement. Pour autant, le fait de connaître la personnalité de quelqu'un, ça aide à détecter quand il y a quelque chose qui coince. Je te prends un exemple assez parlant et éloquent. Une personne qui, en fait, sans parler de complexe d'infériorité, n'arrivait pas à organiser son temps, se sentait dépassée. Enfin, une problématique assez classique somme toute. Mais finalement, ce qu'elle ne disait pas, mais qui nous paraissait évident, c'est que c'était en comparaison par rapport aux autres et qu'en fait, elle était incapable de valoriser en fait ce qui était des réussites dans son travail, que nous on avait vu comme des chouettes choses de fait, etc. Il y avait une sorte de distorsion de la réalité pour elle, donc un décalage. Donc ça lui a fait à la fois, c'était une thérapie pour elle d'entendre que nous on avait des retours, alors sans être bisounours, parce que forcément derrière on a des débats, des échanges parfois assez vifs, parce qu'il y a un cadre de discussion qui repose sur plusieurs valeurs, hein, mais d'honnêteté, de transparence, mais aussi de bienveillance et d'écoute, etc. Donc en fait, c'est des échanges constructifs, mais où on se censure pas non plus. Et du coup, cette personne, en fait, en était sortie avec un plan d'action qui était de tous les matins de se lever et de se dire ok, aujourd'hui, j'ai 3 petits objectifs, c'est ça, ça, ça. Et hier, j'ai eu 3 choses positives, c'était ça, ça, ça. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a fait un petit point 2-3 mois après pour savoir où elle en était. Et en fait, elle avançait progressivement là-dessus. Et ça avait pu lui faire du bien aussi d'avoir un point de départ où les choses étaient mises sur la table, qu'elle se rendait compte que son analyse n'était pas forcément la bonne vis-à-vis de ce que les autres ressentaient ou percevaient, parce que tout ça, c'est une question de perception et d'image qu'on renvoie et de, c'est vraiment, on est tous des animaux sociaux en mouvement dans l'entreprise. Je trouve ça vraiment très intéressant et génial que tu te sois sentie suffisamment en confiance dans cette entreprise pour non seulement revenir, mais aussi, tu vois, mettre en place, enfin, être à l'initiative de ce type de pratique qui clairement encourage plus de communication et plus de bien-être dans l'entreprise. Du coup, est-ce que tu dirais que finalement, ce qui t'est arrivé début 2019, c'était une sorte de cadeau mal emballé? J'aime beaucoup le nom de ton podcast parce que c'est vraiment réunir dans une expression quelque chose d'ultra positif avec le mot mal, hein, qui fait peur, mais qui en fait collé au mot cadeau, ça fait une explosion de mots finalement positifs in fine. Mais oui, alors forcément, ce cadeau mal emballé, j'aurais eu du mal. Tu m'aurais 2 mois, 3 mois après à me dire quand même que ça l'était, parce que c'est quand même un peu rugueux ce qui arrive sur le moment, ça fait mal, c'est pas même l'image qu'on renvoie en interne, c'est pas évident ce dont je parle, même si ça paraît quand même, ça n'a pas été simple en fait de commencer à verbaliser les choses, à les dire. Je m'enlisais un peu au début, je voulais sortir par le haut, donc derrière c'était pas forcément bien formulé, et puis en fait c'est de voir ce que ça provoquait chez les autres, qui m'a fait réaliser assez rapidement que il y avait pas besoin d'emballer non plus mon expérience dans quelque chose de didactique. Voilà, chute, puis je me suis relevée, du coup c'est génial, etc. En fait,
il n'y avait pas besoin de vouloir faire du storytelling trop travaillé sur ces sujets-là non plus. Au quotidien, voilà, parfois je dis les choses simplement, je râle, c'est pas très construit, etc. Bah, en fait, en face de moi, la personne, elle peut se dire ah ouais, ça fait du bien, elle aussi, elle peut être comme ça parfois, ok, bah. Et ça, c'est important en fait de renvoyer une image authentique, humaine, mais qui ne nous nie pas non plus dans notre chair. Enfin, c'est-à-dire que moi, ce qui me caractérise, oui, c'est l'énergie. Donc, c'est une de mes valeurs cardinales d'être positive. Donc, je peux bien de temps en temps admettre que je ne le suis pas. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui serait négatif. Donc, c'était aussi passer par là pour dire les choses. Donc un cadeau mal emballé, bah oui, mal emballé parce que vraiment mal emballé. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous donne pas un mode d'emploi derrière pour s'en sortir, quoi. C'est vraiment un peu erratique au début et franchement, tu vois, par la suite dans la boîte, il y a eu encore il y a des personnes ça a été un peu chaotique, etc. Mais facilité d'en parler et bienveillance aussi pour que la personne se sente à l'aise. Donc je pense vraiment que l'aspect prévention qui est ton cheval de bataille aujourd'hui, il a tout son sens parce que c'est délier les langues, dédramatiser le fait de se sentir un peu moins bien, de le verbaliser. Ouais, et s'autoriser à pas être parfaite, quoi. En fait, c'est vrai que ça, on se dit tellement que c'est ce que les autres attendent aussi. En fait, pas forcément. Les autres attendent pas de nous qu'on soit parfaite. Et le fait de s'autoriser à dire qu'on l'est pas, ça autorise les autres à se dire qu'ils le sont pas. Et si je comprends bien, voilà, ce vécu-là, ça t'a autorisé aussi à le dire, quoi. Ouais. Et puis attends, quelqu'un de parfait, c'est à la fois effrayant et c'est terriblement chiant aussi, quoi. Donc du coup, je trouve que l'image qu'on doit renvoyer, ça doit être une image réaliste de ce qu'on est. Et donc, évidemment qu'il faut s'efforcer d'être un exemple. Donc, le management par l'exemple, c'est hyper important. Mais moi, j'ai confondu d'être irréprochable, au top tout le temps, etc. Mais on en avait parlé. Moi, première chose que la coach m'a dit, c'était que ça faisait peur aussi de s'astreindre à ça et du coup de verrouiller beaucoup de choses par ailleurs. Et du coup, les personnes en face de nous, elles se disent mais ok, la barre est haute et c'est pas du tout pour me lancer des fleurs. C'est juste qu'en fait, c'est une réalité qui est faussée. Enfin, c'est pas vrai puisque derrière, en fait, ça s'écroule 6 mois après. Bah, c'était bien beau de s'efforcer à tout ça pour ça, quoi. Ouais, très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour... Enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as peur que potentiellement ça puisse te réarriver? Et qu'est-ce que tu fais quels sont un peu tes garde-fous pour pas que ça te réarrive? Ouais. Oui, régulièrement, j'ai peur de m'éloigner de ce dont j'ai envie pour moi, pour me sentir bien. Donc pour l'éviter, déjà le fait de dire plus les choses, de moins me censurer, je sens que je dégoupille assez. Enfin, ça, tu vois, l'effet cocotte minute, il est pas là en fait, parce que du coup, je filtre beaucoup moins. Je communique plus sur mes envies, sans présager de ce que vont penser les autres aussi. Il y avait ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est important, notamment pour mes boss qui connaissent assez tôt ce dont j'ai envie. Tu vois, je vais bosser à 90%, donc un vendredi sur 2, j'en avais envie depuis très longtemps. C'est sorti et en fait, ça a été hyper bien reçu. J'ai fait aussi la part des choses dans ce qui est l'ordre des besoins, un peu vitaux et qui rentrent pas dans un cadre idéal d'ascension verticale du boulot ou de ce qu'il faudrait pour gravir encore des échelons, etc. Enfin, en fait, je me rends compte que c'est pas ça qui me fait rêver. Donc, en fait, c'est aussi aller très très loin dans ses besoins et pas à horizon 2 mois, mais horizon peut-être 1 an, 5 ans pour travailler déjà là-dessus. Alors, c'est un peu bizarre, mais si j'ai envie de bosser 1 jour par semaine ou 3 jours par semaine dans 2 ans, c'est maintenant que je dois commencer peut-être à me dire comment je vais vers ce poste-là ou que je ne connais même pas encore, mais ou vers un format de travail qui soit peut-être pas le salariat si j'en ai envie. Enfin, donc chacun, je pense, devrait aussi
penser à ça pour soi, pour en fait faire de l'autoprévention sur ce qui pourrait à un moment donné nous contrarier, mais on n'en a même pas conscience. Mais c'est qu'en fait, on est en train de s'éloigner de ce dont on a envie. Et du coup, c'est vrai que je bosse moins qu'avant, mais en fait, c'est pas du tout perceptible. Enfin, en fait, j'en ai parlé en interne aussi, c'est pas du tout tabou. Je bosse moins. Le soir, je rebosse pas, je m'arrête assez tôt parce que je suis pas efficace après 18h, etc. En revanche, je sais que je suis très efficace le matin, donc j'arrive 1 heure avant tout le monde. Ça marche très bien. Et puis, j'ai besoin de faire de l'informel, de bosser, de parler avec les gens d'autres choses. Donc, oui, je fais une grosse pause déj parce que j'aime bien le moment du café avec tout le monde. Et ça, en fait, il n'y a pas que moi que ça nourrit, mais ça nourrit aussi les autres, je pense. Et voilà. Et du coup, c'est un peu un tout. Et faut agir sur plusieurs tableaux, je pense, pour pas se laisser dépasser à un moment donné. Mais on n'est jamais arrivé, ça c'est certain, et on n'est jamais non plus complètement vacciné contre le risque de rechute. On peut y travailler. En tout cas, c'est très intéressant, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu parles de tes besoins et pas ceux des autres, et pas ceux qui, sur le papier, on aurait l'impression que ce sont les bons. En fait, voilà, toi, tu fonctionnes comme ça, et tu te construis la vie qui te convient avec ça. Et je trouve que c'est très puissant de réussir à mettre le doigt là-dessus et à verbaliser. J'ai l'impression que c'est très égoïste quand je t'écoute, parce que je me dis, mince, je donne une image peut-être d'être centré sur soi, mais pourtant, je sais que c'est pas le cas. Je pense juste que c'est essentiel pour en fait apporter aux autres derrière, tu vois. Moi, c'est ce à quoi j'aspire. Mais du coup, c'est impossible, c'est littéralement impossible si en fait tu connais pas tes besoins ou tes limites, tu vois. Et moi, je les connaissais pas. Justement, ça pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas égoïste, c'est logique. Et tu sais, c'est un peu l'image du masque à oxygène en avion. C'est qu'en fait, il faut commencer par soi, parce que sinon tu peux pas aider les autres. Parce que forcément, si tu t'évanouis parce que t'as inhalé de la fumée, tu vas pas aider les gens autour de toi. Et du coup, c'est pas du tout instinctif chez la plupart d'entre nous. Mais en réalité, commencer par connaître tes besoins et y répondre, c'est la meilleure façon que tu peux trouver de te mettre ensuite au service des autres et de pouvoir les aider, quoi. Ouais, complètement. Mais tu vois, il y a pas de méthodo. Enfin, il y a personne qui te dit qu'à un moment donné, il y a un travail à faire qui est d'aller chercher tes besoins, de creuser, de te sonder, d'aller assez loin. Enfin, parce que je veux dire, à 20 ans, c'est pas les mêmes qu'à 25 ou 30. On n'est pas construit à 20, on l'est pas pour autant à 25 ou 30 totalement, mais on se connaît mieux, ça c'est certain. Du coup, je trouve que c'est une période très très charnière, celle des premières années professionnelles, parce que je pense, alors ça, t'auras plus de recul que moi, mais que souvent les burn-out, ils peuvent arriver, à tout moment, c'est certain, mais peut-être un peu plus à 25-35 qu'après 50, je sais pas. Et bah écoute, je pense que ça c'est en pleine mutation en fait. Je pense que jusqu'à présent, moi j'avais surtout entendu des gens qui étaient plutôt plus âgés que nous, Ouais. Et ça a été un autre des sujets qui m'a fait culpabiliser en me disant j'ai pas tenu assez longtemps, j'ai craqué avant les autres. En fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens de notre génération à qui c'est en train d'arriver, parce que et je crois finalement que c'est positif, que c'est en fait on se questionne peut-être un peu plus que ne le faisait la génération d'avant sur notre bien-être, nos envies dans notre vie, le sens qu'on a envie de mettre dans notre vie. Et finalement aujourd'hui, moi c'est pour ça que j'appelle ça un cadeau mal emballé, c'est que en fait, aujourd'hui, heureusement, il me reste 35 ans à bosser, peut-être 60 ans à vivre. Eh ben, j'ai de la chance parce que ça m'a permis de me réaligner et donc de commencer à explorer, mais dans une nouvelle direction, quoi. Oui, non, c'est certain. C'est marrant quand je t'entends parce que j'ai l'impression, tu vois, que enfin, évidemment, c'est un éternel recommencement et que on est peut-être en train de rentrer dans des considérations, c'est très lié au psyché, tu vois, et donc du coup, ça ne peut être que complexe, mais que ça serait beaucoup, enfin, la vie est belle grâce à ça, c'est-à-dire que si on était tous dans le même moule, qu'on avait tous une façon de se décoder soi ou de décoder les autres, ça serait beaucoup plus facile, mais tellement plus ennuyant aussi. Donc, en ça, c'est aussi un cadeau mal emballé, mais un cadeau, quoi, que d'être autant complexe à démêler
pour arriver à un état et un équilibre qui nous remplissent de façon positive et joyeuse tous les jours, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un contenu, alors ça peut être ce que tu veux, un livre, un film, un podcast, qui t'a marqué, voire qui a changé ta vie? Oui, il y a alors, c'est une fable écrite qui est l'histoire d'un homme au masque. Alors je vais la résumer très mal ici et je te l'enverrai. Ma psy, tu la connais? Non. Bon, c'est très simple, mais c'est un homme qui se levait tous les matins en enfilant un masque qui lui permettait d'avoir toujours de contrôler, d'être dans le contrôle, puisqu'il affichait toujours le même masque et qui du coup n'avait aucune sensibilité à l'extérieur puisqu'il avait ce masque, et qu'en fait un matin on lui a volé son masque, il est sorti sans, et en fait quelqu'un a réussi à lui toucher le visage et il a ressenti pour la première fois la douceur d'une main posée sur son visage. Et en fait, elle est beaucoup plus jolie à lire, mais le message derrière, c'est qu'en fait, on a plus à gagner à prendre le risque de, moi, dans ce que je t'ai un peu raconté, c'est de verbaliser, de dire les choses, qu'à essayer de le masquer, parce que derrière, les fruits qu'on peut en récolter, ils sont inconnus tant qu'on les sait pas, mais ils sont quand même très très beaux à découvrir. C'est beau. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, j'avais écrit quelque chose sur ce sujet qui était qu'en fait, tant qu'on porte des masques, il n'y a jamais aucune situation qui est bonne puisque on est jugé de toute façon, parfois négativement, et quand bien même on serait jugé positivement, il y aurait des gens qui aimeraient ce masque qu'on leur présente. Au fond de nous, on sait que c'est un masque. Et donc, on n'est même pas vraiment rassuré puisqu'on sait qu'on n'est pas en train de présenter son vrai visage. Du coup, j'ai rien à perdre à montrer qui je suis vraiment, puisque de toute façon, je serai aussi jugée. Je serai jugée et aimée, en fait. Aimée pour ce que je suis et pas aimée pour le masque que je présente en société. Exactement. Tu le résumes très très bien. Merci beaucoup. Je veux bien que tu m'envoies. Je rajouterai le lien de la fable dans les commentaires de l'épisode. Avec plaisir. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Laura. Je te remercie, Laura. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!